Bonjour, je suis Dr Frank Yatta, merci de nous rejoindre pour le 3e épisode de notre série d'émissions sur le dysfonctionnement érectile. Aujourd'hui, nous allons aborder les causes en détail. Si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez, je vous demanderai d'aller plutôt commencer avec l'épisode numéro 1. Mais avant tout, veuillez souscrire à notre chaîne YouTube, à aimer cette vidéo et chaque vidéo que vous regarderez pour nous soutenir. Voilà. Cela étant dit, revenons aux causes de la dysfonction érectile. Pour chaque cause, nous ferons un effort d'expliquer la physiopathologie qui va avec. C'est-à-dire que nous expliquerons les mécanismes fonctionnels, désordonnés ou anormaux à la base des troubles dont il est question ici. Si nous n'arrivons pas à les épuiser dans cet épisode, nous continuerons à l'épisode suivant. Oui, merci, docteur. Parlons bien, parlons peu. Pouvez-vous attaquer avec les causes, s'il vous plaît? Très bien. Nous pouvons classer les causes de la dysfonction érectile en 4 groupes qui peuvent agir seuls ou en association. Il s'agit des causes organo-hormonales, psychologiques, médicamenteuses et mécaniques ou traumatiques. Mais avant d'entrer en détail des causes, il serait plus informatif que vous ayez une idée de comment une érection normale se fait. Quelle est la suite d'événements qui aboutissent à une érection normale, pour que puissiez bien comprendre ce qui est anormal. On va l'appeler la physiologie de l'érection. Très bien, docteur. Alors parle-nous-en. Comment les choses se font en normal? Ok. Je vais commencer par vous montrer une vidéo que j'ai trouvée sur Internet, chaîne YouTube d'Ar El Zocora, que je pense décrire relativement bien ce qui se passe. Comme ça vous aurez une idée imagée avant que je n'entre dans les détails. Regardons. Notre système circulatoire est composé d'artères, de veines et de capillaires. Le pénis est l'un des organes uniques nécessitant un apport sanguin continu pour maintenir sa fonction reproductrice. Il est composé de 3 tissus spongieux cylindriques, 2 corps caverneux et un corps spongieux. Pendant les états de flaccidité, le flux sanguin vers le pénis est faible et l'apport sanguin est insuffisant en raison de la contraction des fibres musculaires lisses trabéculaires. L'érection est un processus physiologique qui débute généralement par une stimulation sensorielle et mentale du cerveau. Ces impulsions cérébrales provoquent le rachant de stolligène et le relâchement des muscles des corps caverneux. Le parasympathique relâche les muscles lisses vasculaires en libérant de l'oxyde nitrique, ce qui entraîne une vasodilatation. Le flux sanguin et le débit augmentent et le pénis se dilate en augmentant ainsi sa taille. L'expansion des travées et empêche le drainage veineux en comprimant les veines émissaires entre les 2 couches de l'albuginé. Le sang est ainsi piégé et l'érection complète est obtenue. C'est ce que l'on appelle le mécanisme veino-inclusif passif. La congestion sanguine se produit lorsque le flux sanguin augmente et que les artères hélicons se redressent et se dilatent, permettant ainsi la circulation sanguine dans les corps caverneux. Ensuite, la stimulation génitale induit une nouvelle augmentation de la rigidité pénienne, appelée réflexe bulbo-caverneux. Enfin, après l'éjaculation, l'innervation sympathique contracte à nouveau les muscles lisses trabéculaires. Par conséquent, le flux sanguin artériel pénien diminue et un drainage veineux se produit, entraînant une évacuation progressive du sang. Le pénis retrouve alors son état flasque. Voilà, revenons ici et revoyons en détail tout ça. Une érection commence donc par une stimulation sensorielle et mentale du cerveau. Ce dernier envoie des messages au pénis via des nerfs. Le pénis est formé des muscles lisses anatomiquement différents ayant la capacité, une fois détendus, d'avoir un gros volume. Les messages du cerveau donc vont instruire ces muscles lisses, surtout des corps caverneux, à se détendre, permettant au sang de circuler et de combler ces corps. Le sang est alors emprisonné sous haute pression par une série de valvules, créant ainsi une érection. En d'autres termes, tout commence par le cerveau qui est stimulé le plus souvent par un récepteur sensoriel du corps, visuel, toucher, odeur, etc. et même la pensée. Le cerveau fera alors relâcher et s'étendre les vaisseaux et les cellules des corps caverneux, pour recevoir rapidement et de plus en plus de sang, augmentant ainsi la taille, le volume et la fermeté de la verge. Dans le même temps, un mécanisme de membrane et valves vont empêcher le sang de sortir, l'emprisonnant. Cet état va perdurer aussi longtemps que le désir et la pression mentale sera maintenus dans le cerveau. Néanmoins, il faut noter que ce désir et cette pression mentale semblent avoir un point culminant qu'il ne faut pas dépasser au risque de déclencher le processus d'éjaculation. Généralement, quand ce processus d'éjaculation est déclenché, c'est irréversible, il va continuer jusqu'au bout, après quoi le processus de l'érection aussi va s'inverser. Dès lors, les muscles du pénis vont se contracter, interrompre ainsi le flux sanguin. La pression va diminuer et les valvules vont s'ouvrir, laissant ainsi le sang s'écouler. Le pénis va alors perdre son érection et devenir flasque ou mou. Voilà. Nous venons de décrire les érections de la personne éveillée qui sont les plus fréquentes. Il existe aussi des érections spontanées.